Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui, on va voir des channels un petit peu particuliers, les timers et les tickers. Et on va voir aussi le système de synchronisation des channels qu'on appelle le mutex. Alors, on va commencer par voir ce que sont les timers. Alors pour ça, on va en déclarer un. Alors pour déclarer un timer, il fait partie du package time. Voilà, on a ici new timer et new ticker. Alors on va déclarer un timer. Alors ici, il va falloir lui passer une duration. Alors une duration, ici, on va faire 3 secondes. Hein. Voilà. Donc on passe la duration comme dans un time slip. Et maintenant, alors je vais faire un fmt printline. On va mettre test. Et donc maintenant, comment on va démarrer ce timer? Eh bien, comme je vous l'ai dit en intro, le timer est un channel, mais un channel un peu particulier. Donc ici, on va faire timer, du nom de ce timer-là, point, et on voit que j'ai C, stop ou reset. Donc j'ai pas 36 solutions, j'en ai 3. Donc on se doute que c'est pas stop et reset. On va donc utiliser C. Donc ceci va démarrer, le point C va démarrer le timer qu'on a défini ici. Et ce timer va faire exactement la même chose que TimeSlip. C'est-à-dire qu'il va bloquer le thread, la routine, pendant un certain temps. Ici 3 secondes. Voilà. Donc on ne se rend pas trop compte des 3 secondes, surtout qu'il met du temps à démarrer au premier démarrage en fait. On va relancer pour voir. Voilà. Enfin, on voit bien qu'il y a un temps d'attente. Alors, nous avons vu qu'il y avait d'autres méthodes attachées à cet objet timer. Donc ici, on va passer à 13 secondes. Et nous avons vu notamment qu'il y a une méthode reset. Alors la méthode reset prend un paramètre qui est une duration. Donc en fait, reset ne va pas remettre à 0, il va redéfinir le timer. Donc ici, je peux très bien faire un timer de 2 secondes. Donc ici, je l'ai passé à 13 secondes. Ici, je vais faire un timer reset qu'on voit au passage que je n'appelle pas une sortie de channel. J'applique la méthode directement sur l'objet timer. Voilà. Et maintenant, si je lance, eh bien, on voit bien qu'il ne s'est pas passé 13 secondes entre le moment où j'ai lancé et le moment où le programme s'est arrêté. Donc, c'est bien que mon timer, ici, a été redéfini. Donc, on peut comme ça redéfinir un timer pour une utilisation ultérieure. Je pourrais avoir un seul timer, enfin, si je n'ai besoin que d'un timer à la fois, je peux le déclarer ici et faire ici par exemple un timer de 13 secondes, le lancer. Ici, je vais le redéfinir de 2 secondes et le relancer. Donc je peux utiliser comme ça un timer unique et le redéfinir au fur et à mesure de mes besoins. Bon, alors qu'en est-il de la méthode stop? Eh bien, la méthode stop, là, je ne vais pas l'utiliser comme ceci. Puisque vous vous doutez bien que si ici je mets un timer stop, voilà, ben, comme mon programme va être bloqué ici, je ne vais pas pouvoir stopper mon timer, puisqu'il ne va pas aller jusque là. Donc je pourrais, mon timer sera stoppé une fois qu'il sera fini, donc ça ne sert absolument à rien. Alors par contre, voilà, donc ici je vais rester à 13 secondes, par exemple.
Alors maintenant, si ici j'avais une fonction que je lançais dans une GoRoutine et qui faisait la même chose que précédemment, on va faire juste timer de C. Alors voilà, j'oublie la flèche. Et ici, je vais mettre fin de routine. Donc là, il va afficher fin de routine au bout de 13 secondes. Donc il faudrait ici déjà que j'ai un time sleep puisque le timer est unique. Je ne peux pas appeler en même temps, je ne peux pas appeler deux fois mon timer en même temps. Time sleep, lui, c'est une méthode, donc il va pouvoir bloquer, je vais pouvoir en appeler plusieurs indépendamment. Ici, c'est un objet qui est nommé, donc je ne peux pas l'appeler à deux endroits en même temps. Donc si j'appelle timer ici, je ne pourrai pas l'appeler ici. En même temps, tout du moins. Une fois que ce timer est fini, je peux le re-appeler, mais là non. Donc c'est pour ça que je vais mettre un time sleep de, on ne va pas s'embêter, on va faire un copier-coller de 13 secondes. D'ailleurs je vais mettre 14, voilà, pour justement pouvoir aller jusqu'à la fin de ma GoRoutine, comme on avait vu dans le premier chapitre sur les GoRoutines. Parce que sinon, ça va s'exécuter en parallèle, mais mon code va continuer, il va arriver ici, puis il va s'arrêter. Donc il va arrêter en même temps toutes les routines qui sont en cours. Donc moi je ne veux pas que ma routine qui est en cours s'arrête, donc je vais laisser mettre un time sleep. D'ailleurs je vais baisser toutes les valeurs parce que là ça fait vraiment beaucoup. Ici je vais mettre 5, je vais mettre 6, ce sera largement suffisant pour la démonstration. Donc allons-y. Alors normalement au bout de 5 secondes, celui-ci devrait apparaître. Et voilà, une seconde plus tard, on a test qui apparaît. On pourrait même mettre 4 pour bien voir le truc. Je relance. Voilà. Et voilà. Donc mes deux programmes sont lancés en parallèle. Je lance ici, j'ai mon timer qui se déclenche, donc il va attendre 4 secondes avant de continuer le programme qui est situé dans cette routine. Et en parallèle, j'ai ici un time sleep qui va attendre 6 secondes pour lancer la suite du programme. Donc voilà. Maintenant, je pourrais très bien ici je peux très bien, depuis cette routine principale, maintenant, appeler la fonction stop de mon timer. Donc là, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Tac. Et on voit que j'ai que test qui sort. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc j'ai lancé une nouvelle routine. Mon programme continue. Ici, on lui donne l'ordre. On donne l'ordre au timer de s'arrêter. Donc en fait, le timer est utilisé dans cette routine. Donc dès l'instant où je lui donne l'ordre d'arrêter, il arrête complètement la routine. Donc il ne va pas plus loin. Il stoppe la routine ici. Il n'exécutera pas le reste. Il arrête le compteur directement à cet endroit-là. Donc et après, il continue. Là, il continue 6 secondes, le temps que l'appel à cette fonction soit fait. Donc, mettons que je sois ici à 2. Bien, hop. On aura la même chose. Donc voilà, je peux très bien arrêter mon timer où qu'il soit avec cette fonction stop. Donc et dès l'instant où j'arrête le timer, j'arrête l'intégralité de la routine.
Donc toutes les actions qui suivent seront automatiquement arrêtées via l'arrêt de ce timer. Alors, on vient de voir le timer. Maintenant, voyons voir le ticker. Donc on a vu qu'il y avait, si je faisais new, on a timer et ticker. Alors le timer, lui, donc il va faire comme le time sleep. Il va bloquer une routine pendant un temps défini. On aura défini ici à initialisation. Donc ici, c'est pareil, le ticker, il va avoir besoin, alors je vais juste changer le nom, je vais appeler ça ticker. Alors ici, le ticker, il va avoir besoin, pareil, d'un objet duration. Donc ici, on lui a mis 2 fois 1 seconde. Contrairement à timer, celui-ci, il va nous servir à créer une boucle infinie qui va se déclencher ici toutes les 2 secondes. Pour ceci, en fait, on va utiliser une boucle for. Alors, on va appeler ça T, mais à la limite, on s'en fout, on l'appelle comme on veut. Et on va faire un range de ticker. Et ici, on voit que j'ai, ce coup-ci, plus que deux choix. J'ai C et stop. Donc ici, je vais utiliser C, comme tout à l'heure, pour déclencher le timer. Alors, ouais, ce que je vais faire, je vais mettre dans une go-routine, sinon on va être embêté. Je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Alors, hop, pareil, une routine faite d'une fonction anonyme qu'on va lancer immédiatement. Hop, voilà. Voilà. Donc dans cette routine, je vais faire... je vais itérer en fait sur un range. Et le range, ça va être ce ticker que je vais déclencher. Donc voilà. Donc là-dedans, l'objet T va être l'index en fait. Donc là-dedans, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est imprimer, c'est afficher l'objet T. Donc on va faire ouais, un print line tout court. Et voilà, virgule T. Maintenant, ce que je vais faire, parce que là, on a une boucle infinie, puisque mon ticker, c'est un objet qui n'a pas de fin. Il va itérer indéfiniment. Simplement, lui, il va en quelque sorte bloquer la boucle pendant 2 secondes avant la prochaine itération. Ce qui fait qu'on va avoir une itération toutes les 2 secondes, je pourrais en avoir toutes les 3 secondes et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on pourrait faire, par exemple, le principe d'une horloge avec une aiguille qui bouge toutes les secondes. Et on pourrait faire ça. On pourrait avoir ici new ticker. On met juste time second pour avoir 1 seconde. Et toutes les secondes, il va y avoir une itération. Donc ici, on va mettre 2. Voilà. Donc pour pas que ça se fasse indéfiniment, je vais bloquer. D'ailleurs là, ça ne se fera pas indéfiniment puisque c'est une go-routine. Donc mon programme va s'arrêter et la go-routine s'arrêtera en même temps. Donc ici, je vais laisser mon programme en suspension. On va mettre en suspension pendant 6 secondes. Allez, voilà. Et je fais faire FMT, printline, fin de programme. Allons-y, on va le lancer dans l'état, déjà pour voir ce qu'il en est. Alors voilà. 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 Donc il m'a bien lancé ça toutes les 2 secondes. Donc en fait, il lance la boucle, il bloque 2 secondes, il fait le deuxième tour, il bloque 2 secondes, il fait le troisième tour, et ainsi de suite. Donc, en 6 secondes, il a fait 3 tours de 2 secondes, ce qui est tout à fait normal. Et on voit que, contrairement à un range classique, on ne me renvoie pas un index, mais on me renvoie la date et l'heure.
Et au passage, on voit que ce tuto a été enregistré il y a un moment. Donc voilà, ici l'index est en fait un objet time. Donc après, je pourrais le parser et puis récupérer juste la date ou juste l'heure ou quoi que ce soit. Mais surtout, on voit bien que j'ai itéré comme ça jusqu'à que, jusqu'à que ma routine principale s'arrête. Alors maintenant, si ma routine durait, alors, je vais remettre ici à 1 seconde. Et maintenant, c'est bien beau. Donc là, je me pose pas de questions puisque je sais que ma routine s'arrêtera quand ma routine principale s'arrêtera. Mais imaginons que mon programme continue. Alors, mon programme continue. On va faire... Voilà. Et ici, on va lui mettre 2 secondes de plus. Pas la peine de partir dans des grands délires. On va faire comme ça. Donc moi, j'aimerais pouvoir le stopper avant la fin de mon programme. Parce qu'imaginons que ce programme tourne indéfiniment. C'est admettons, un serveur. Voilà. Et j'aimerais maintenant simplement stopper mon ticker avant l'arrêt de mon programme. Eh bien, c'est possible. J'ai juste à appeler, comme tout à l'heure avec le timer, on a une méthode stop sur ticker. Je l'appelle et à ce moment-là, le ticker sera stoppé. Allons-y. Donc là, on voit que voilà, toutes les secondes, j'en ai un qui sort. Et au 6e, ça s'arrête et j'ai fin de programme. D'ailleurs, je pourrais mettre 4 secondes pour bien qu'on voit la différence. Donc ça y est, ça sort, voilà. Tac, tac, très régulièrement. Et d'un coup, plus rien. Et là, j'ai fin de programme. Donc, ici, on voit bien que j'en ai 6. Donc, 1 toutes les secondes. Voilà. Toutes les secondes, il m'envoie un truc. Tac, 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 tac. Au bout de 6 secondes, mon programme continue. Il stoppe le ticker. Donc là, on l'arrête. Et j'ai toujours mon programme qui continue pendant 4 secondes pour après envoyer la fin. Donc voilà, Ticker, lui, il permet de faire comme ça une action répétée toutes les X secondes. Ah, je dis secondes, mais ça peut être ça peut être des nanosecondes, ça peut être des heures, ça peut être des minutes. Donc voilà pour le timer et le ticker. Alors, allons-y gaiement. Maintenant, nous allons voir les mutex. Alors, qu'est-ce que les mutex? Hop, on va vider ça. Et puis, pour l'instant, je vais tout enlever. Ça s'importera au fur et à mesure. Voilà, on va repartir sur un truc complètement vierge. Eh bien, avant de vous montrer concrètement ce qu'est un mutex, on va déjà faire un petit code. Alors, non, je vais le mettre comme ça. Donc, on va définir un compteur. Non, en fait, voilà, je vais définir un compteur qui va être un uint, puisqu'on va faire des itérations et à chaque itération on va incrémenter le compteur. Donc on va vouloir savoir combien de fois notre compteur a été sollicité par nos boucles. Donc on va faire un uint, puisqu'on n'a pas besoin qu'il soit... on n'aura pas de valeur négative. On ne va pas incrémenter le compteur moins une fois. Donc on va prendre un int non signé qui démarre à 0. Et on va prendre 64 parce que on s'en fout, on est large. Et puis voilà. Et on va l'initialiser à 0. Ouais, à la limite, j'aurais même pas été obligé à tant pis, c'est pas grave. On va faire comme ça. Puisque par défaut, s'il n'avait pas de valeur, il serait initialisé à 0. Mais bon.
Alors ici, on va faire une boucle qui va aller... Alors on va faire R, allez hop, qui va faire... qui va partir de 0, qui va aller jusqu'à... donc là, jusqu'à 99. Et donc on va faire R++. Là, on va faire une boucle qui va tourner 100 fois. Sur cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire voilà. On va lancer une goroutine qui va faire une boucle infinie et qui va faire compteur plus plus. Et comme il y a des boucles infinies, on va faire un time slip juste d'une seconde. Et après, on va se mettre un petit FMT. Un FMT, ouais, printline. Je vais même pas faire un printf, je vais pas m'embêter. Hop là. Compteur. Et puis ici, je vais mettre, appeler le compteur. Bien, donc récapitulons la chose. Ici, je vais avoir, là, je vais créer une goroutine. Dans cette goroutine, je vais faire tourner une boucle infinie qui va incrémenter ce compteur. Donc elle ne va pas arrêter d'incrémenter le compteur. Mais je ne vais pas créer une goroutine qui va faire ça. Ici, je suis dans une boucle qui va de 0 à 99. Donc, je vais créer 100 goroutines qui vont en parallèle aller incrémenter ce compteur. Alors, je ne lancerai pas le programme. Vous me croirez sur parole. Parce que là, si on lance le programme, on va voir, on peut éventuellement faire un gestionnaire de tâches. Et là, on va voir que toutes les ressources vont augmenter en flèche. Et de toute façon, votre programme, il va tourner, il ne s'arrêtera plus là. Enfin, il ne s'arrêtera plus. Je ne l'ai pas laissé tourner une demi-heure non plus, mais il tourne, il mouline, il ne sait plus où il en est, il n'arrive plus à rien faire, et pourtant il ne plante pas, mais il est complètement à la rue. Donc ça, voilà. Je ne lancerai pas parce qu'il y a, en fait, on a quand même 100 routines qui, dans une boucle infinie, donc ça n'arrête pas, hein. Les actions sont vraiment les unes derrière les autres, donc il y a 100 boucles infinies qui viennent taper dans ce compteur et l'incrémenter. Donc autant dire que lui, il ne sait plus du tout, puisque on a des boucles infinies qui sont qui essaient d'accéder en même temps à la même variable. On a une seule variable pour 100 goroutines qui ont toutes qui ne cessent d'envoyer des appels à cette variable. Donc autant dire que lui, il panique complètement, il ne sait plus où il en est, voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire ça proprement? Et bien justement, pour ça, on va utiliser les mutex. Alors, qu'est-ce que les mutex? Donc ici, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler mutex, et qui va être égale, alors on va appeler le package sync, alors oui, pour une fois, on va le faire à la main, voilà, donc ça va être égal à sync, voilà, sync, et ici, on va appeler mutex. On voit qu'automatiquement, il me met les accolades. Puisque mutex est une struct, en fait. Donc voilà, on a notre objet mutex. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien ici, on va appeler mutex lock. On voit qu'on a que sur cet objet,
on a deux méthodes, lock et unlock. Alors comme on se doute, il y en a une qui va bloquer et l'autre qui va débloquer. Mais ça va bloquer et débloquer quoi? Bon, je peux pas faire. Voilà. Mutex.unlock. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien ici, quand je vais appeler mutexlock, la routine qui va appeler mutexlock va bloquer toutes les autres routines. À ce moment-là, mettons que la routine 1 appelle mutexlock, elle va bloquer toutes les autres routines. Donc les autres vont être en attente. Elle va updater le compteur. Et après, surtout, il ne faut pas oublier, parce que sinon le programme restera bloqué, il ne faut pas oublier de débloquer ce mutex. Et donc là, on va débloquer les autres routines. Et mettons la routine 2 ou 4 ou peu importe, elle va voir que c'est débloqué, ça va être la première arrivée, clac, elle va bloquer, elle va updater le compteur et elle va débloquer. Comme ça, on est sûr que une routine qui accède, donc ici à une variable, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Donc ici, dès l'instant où on a fait mutexlock, une routine fait mutexlock, donc elle sait qu'elle est la seule à pouvoir accéder à ce moment-là au compteur. Et quand elle fait unlock, alors toutes les autres se remettent en concurrence, et ça va être une autre qui va rebloquer tout le système, et le redébloquer ensuite, et ainsi de suite. Ce qui fait que la routine qui arrive à accéder, la routine qui arrive en premier, clac, automatiquement, elle va bloquer les autres. Donc elle sait que pendant ce temps, il n'y aura absolument aucune autre opération de fait sur compteur, puisque toutes les autres routines sont bloquées. C'est elle qui a la priorité. Et en même temps, quand elle débloque, une autre va prendre la priorité, et ainsi de suite. Donc comme ça, ça nous permet vraiment de voir, ça nous permet vraiment d'avoir un accès complètement safe. Ici, en l'occurrence, à une variable, mais ça pourrait être à une struct, ça pourrait être à n'importe quoi, à un channel, voilà. Ici, cette variable-là, c'est vraiment pour l'exemple. On pourrait faire d'autres opérations. Donc juste ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va créer un mutex, eh bien, au moment où on fait mutexlock, toutes les routines sont bloquées, sauf celle qui a bloqué ce mutex. Et au moment où je fais mutex unlock, eh bien, toutes les autres routines vont se débloquer. Alors, ce coup-ci, maintenant, je peux lancer mon programme totalement sereinement. Il va attendre une seconde, ben là un petit peu plus, voilà. Et on voit que j'ai eh bien 3 173 738 updates de compteur. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Hein. Voilà. Bon, bah, le résultat changera puisque moi, pendant ce temps, j'ai des choses qui tournent sur mon ordinateur. Donc, clairement, d'une seconde à une autre, les ressources ne sont pas les mêmes. Donc, la puissance de calcul n'est pas la même. Donc, voilà, c'est logique. On aura des différences. Donc là, vraiment, on voit qu'il n'y a aucune panique, il n'y a rien. Il attend gentiment. Bon, comme mon programme n'est pas compilé, hein, je le lance toujours par GoRun. Ça dure peut-être un poil plus d'une seconde le temps qui se compile en mémoire et qui se lance. Mais on voit bien que ce coup-ci, ça ne pose absolument aucun problème. Et surtout, on peut voir que le nombre de routines, là je lui ai passé 100 routines, mais vous vous doutez bien que mon processeur, lui, il n'a pas 100 cœurs. Donc en fait, on voit bien que les routines, même si j'ai tendance à les appeler des threads, les routines ne sont pas vraiment des threads, puisque je ne suis pas limité par le nombre de cœurs de mon ordinateur. En fait, tout simplement, c'est lui qui gère, on lui dit, voilà, tu as 100 opérations à faire en parallèle. Alors, elles seront peut-être pas toutes faites en parallèle. Elles seront déclenchées peut-être différemment. C'est vraiment lui qui gère tout ça. Vous vous inquiétez de rien, vous balancez tout ce que vous avez à faire en parallèle, et lui, il gère un petit peu comme Node gère
lui, il a un seul event et par exemple, vous avez un serveur Node, toutes les communications arrivent en même temps dessus, et c'est lui qui gère comment elles sont traitées. À aucun moment, vous dites, ben voilà, je prends que 1000 accès concurrents ou 2000 ou je ne sais quoi. C'est lui qui gère tout. Donc ici, c'est pareil. On lui dit, bah tiens, il faut que tu fasses tout ça en parallèle. Lui, il crée les routines et il donne la priorité, il les route, c'est lui qui se débrouille. Il fait tout son petit bazar. Donc on voit que ce système de routine est quand même super bien foutu. C'est d'ailleurs un des gros arguments de vente, entre guillemets, mais c'est un argument qu'on met en avant pour ce langage, c'est la simplification de la programmation en parallèle. Donc juste un truc à savoir. Alors ici, admettons que j'ai... Alors ici, je vais faire un time slip. Voilà. Et mon time slip, je vais le faire de... Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire de 2 millisecondes. Allez. 2 time millisecondes. Donc ici, je vais faire à chaque fois, à chaque tour de boucle, je vais faire un arrêt de 2 millièmes de seconde. Et ensuite, je bloque, je fais, j'applique l'incrémentation de mon compteur et je débloque. Et le tout pendant 1 seconde, comme tout à l'heure. Lançons ceci. Voilà. Alors bien sûr, là on a baissé drastiquement le nombre d'incrémentations. Forcément, puisque on fait des pauses de 2 millièmes de seconde. Ce qui paraît pas grand chose, mais à l'échelle du processeur, c'est gigantesque. D'ailleurs, on le voit. J'étais à 3 millions d'opérations, maintenant je suis à 40 000. Donc vraiment, c'est quand même quelque chose de très conséquent. Même si pour nous, ça représente absolument rien. On ne se rend pas compte de ce que c'est qu'un millième de seconde. Mais on voit que pour lui, c'est très conséquent. Alors, pourquoi cette démonstration? Tout simplement pour vous montrer qu'il faut faire très attention avec les mutex. Déjà, il ne faut pas oublier de unlocker, sinon ça va bloquer jusqu'à la fin du programme. Et admettons que, voilà, je ne fasse pas ça. Maintenant, et bien voilà, mon compteur, il est incrémenté de 1. Parce que la première goroutine est arrivée, elle arrive au milieu, elle dit proms, elle bloque tout, et puis après elle débloque rien. Donc les autres, eh bien, elles attendent, et en attendant, le temps se passe, le programme s'arrête, donc toutes les goroutines, comme ma routine principale s'arrête, toutes les goroutines sont coupées, et je me retrouve avec un compteur qui a été incrémenté seulement de 1. Donc déjà, ne jamais oublier de mettre le unlock. Mutex, lock et unlock. Alors j'aurais pu le mettre ici et faire un defer, mais bon, ça marchait aussi. Mais voilà, je préfère faire dans l'ordre, visuellement, surtout pour un petit code comme ça, visuellement c'est plus simple. Alors, je vais le relancer pour avoir bien le chiffre. Donc ici, voilà, je suis monté à 41 000. 41 400. Donc il faut bien faire attention aussi où est-ce qu'on met le lock. Ici, j'ai un time slip. Donc là, je m'en fous que toutes les goroutines fassent un time slip en même temps. Ça ne pose pas de problème. Vraiment, la chose à laquelle je dois faire attention, c'est ne pas accéder à cette variable depuis toutes les routines en même temps. Donc, c'est pour ça que, avant l'accès à la variable, je sécurise en bloquant et après, je débloque. Maintenant, que se passerait-il si je sécurisais avant? Ça ne poserait pas de problème. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est ici, je bloque, j'ai mon time slip et j'update. Sauf que je vous rappelle que 2 millisecondes à notre échelle, c'est rien du tout, mais à l'échelle d'un processeur, c'est gigantesque. Voyons le résultat.
Donc maintenant, mon compteur a été updaté 419 fois. C'est-à-dire 100 fois moins que tout à l'heure. Donc si je le relance un coup, je vais avoir une autre valeur, mais qui va être... Voilà, bah non, c'est exactement la même en plus, tiens. Ouais. On est sensiblement dans les mêmes... à 2-3 après, on est dans les mêmes ordres. Donc voilà tout simplement cette démonstration pour bien vous montrer que, eh bien, rien qu'en mettant 2 millisecondes ici, qui je le rappelle à notre échelle est rien du tout, mais on divise les performances par 100. Donc bien faire gaffe à tous les traitements qu'on fait et bien faire attention à ne bloquer que ce qui est hyper important. Donc ici, ce qui risque de foutre vraiment le bordel, et là c'est rien de le dire, c'est un accès en concurrence à cette variable. Donc chercher à avoir, je sais pas, peut-être les 100 goroutines vont peut-être pas pouvoir y accéder en même temps, mais ne serait-ce qu'une vingtaine qui sont au même moment pile, eh bien lui il saura plus gérer ça. Donc ici on va bloquer l'accès à notre variable pour que chaque routine, la routine qui arrive en premier puisse garder l'accès prioritaire et empêcher les autres d'y accéder. Mais par contre, comme ceci peut être traité en parallèle, on n'essaie pas d'accéder à un truc commun. Chacun dans son coin fait son petit time slip. Donc du coup, celui-ci, il faut le laisser en dehors du lock, puisque ça peut être traité en parallèle. Et on voit que on a vraiment des grosses différences de perf. Vous voyez, ce coup-ci, on retombe à 41 000. Donc vraiment faire attention où on fait notre lock et notre unlock. Bah, ça aurait été pareil si le time slip était ici. Si je l'avais déplacé. Donc là, là je me retrouvais à 400 et quelques. Et par contre, si je fais ça, si ce coup-ci je le mets après le unlock, je vais retomber sur des performances qui vont être sensiblement les mêmes. Voilà, 40 800. Alors c'est vrai que ce coup-ci, ça joue pas de 1 ou 2. Voilà, 41 700. Là, ça joue à 1000, 2000, mais parce que l'échelle n'est plus la même, du coup. Mais en termes de pourcentage, on est à peu près dans les mêmes choses. Donc voilà, bien faire attention où est-ce qu'on met nos blocages et nos déblocages, et surtout ne pas oublier le déblocage. Sinon, vous voyez, j'ai un compteur qui est incrémenté de 1. C'est-à-dire que j'ai balancé 100 goroutines en même temps, qui sont censés dépoter des incrémentations les unes derrière les autres en rafale, et par contre, au final, en bloquant, en ne mettant pas en ne débloquant pas mon mutex, et bien au final, j'aurais fait une incrémentation. Ce qui sert quand même pas à grand chose. J'aurais fait ici compteur plus plus, et puis on n'en parlait plus. Donc voilà, les mutex lock et unlock sont vraiment hyper importants quand on fait comme ça de la programmation en parallèle, puisque ça va nous permettre vraiment de sécuriser l'accès l'accès à des choses qui seraient partagées, que ce soit ici des variables de type int, int, float ou je ne sais quoi, ou que ce soit un channel ou un buffer ou je ne sais quoi, ou même un remplissage, même si ça remplissait des slices, ça évitera vraiment d'avoir plusieurs opérations exactement au même moment, ce qui va créer des conflits et qui va foutre votre application en carafe. Et surtout, va vous faire manger de la ressource processeur. Donc si vous êtes sur, je sais pas, sur un serveur, si votre application, elle est construite, elle est basée sur une architecture de microservices, ce microservice-là peut potentiellement tout vous faire péter si vous essayez d'accéder à une variable commune en même temps. Donc vraiment,
ce système de synchronisation, en plus, comme on peut le voir, il est tout simple. Il suffit de déclarer un mutex, on le déclare dans le principal. Hein. Et puis après, eh bien, dans chaque routine, on va bloquer et débloquer des accès à des variables ou enfin plus généralement à des objets partagés entre ces routines. Et donc comme ça, on sait que à ce moment-là, la routine qui va appeler le lock, la routine qui va réussir à déclencher le lock, elle, ce sera la seule qui aura accès à ce qui suit. C'est la seule qui pourra tourner pendant ce temps, les autres se mettent en pause. Et au moment où j'appelle unlock, toutes les routines en pause se relancent. Et comme ça, on est sûr et certain qu'il n'y a pas plusieurs accès simultanés à une ressource partagée. Voilà. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est super important, qui est super pratique, qui est simple finalement à mettre en route. Hein, une fois qu'on a compris le principe, qui lui-même n'est pas très compliqué d'ailleurs, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est hyper simple à mettre en route. Hein, je déclare mon mutex, on lock mon unlock, et puis voilà quoi. Mais donc surtout, bien faire attention aussi où est-ce qu'on va le mettre, parce qu'on a pu le voir, juste en décalant d'une ligne, eh bien, ici, dans ce cas-là, on divise les performances par 100. Maintenant, si c'était de l'ordre, donc j'en reviens à des appels, par exemple d'API ou choses comme ça, si je bloque et j'attends que mon API réponde, bien ici ça va plus être 2 millisecondes, mais ça va être par exemple, ça pourrait être 200 millisecondes. Donc 200 millisecondes, si on fait le test par exemple, donc ça fait 2 dixièmes de seconde. Et encore là, c'est pas, voilà. Donc maintenant j'en ai plus que 5. Donc là, bénéfice net, faire tourner 100 goroutines pour au final faire 5 opérations, il n'y a pas grand intérêt. Alors que maintenant, juste en décalant cette ligne-là, voilà, je me retrouve avec 523. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins que tout à l'heure, les 41 000 et quelques, mais ici, on est plus à 2 millisecondes, on est à 200. Donc on est à 2 dixièmes de seconde. Et donc, eh bien, en plus, on peut voir qu'on est dans le même ordre. On est toujours dans ce même ordre d'idées, puisque je passe de 5 à 500, donc j'ai, comme tout à l'heure, 100 fois, en mettant mon unlock ici, j'ai 100 fois plus d'appels qu'en le mettant après mon timestamp. Donc voilà, vraiment justement, ça permet, quand on a 100 goroutines comme ça, et puis qu'on a des appels à des API, et qu'on va par exemple stocker les résultats au fur et à mesure dans un slice, dans un channel ou je ne sais quoi, donc justement ces choses pourront se faire en parallèle tant que, alors après ça dépend de la ressource physique dont vous disposez, processeur et mémoire, mais donc on va pouvoir vraiment travailler en parallèle, et au moment où on a la réponse, et bien tac, la routine dit allez hop, moi j'ai la réponse, je prends la main, donc elle bloque toutes les autres, et si les autres ont des réponses en même temps, et bien elles attendent que la routine relâche, et elles viennent à leur tour récupérer la main, bloquer, et ainsi de suite. Et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de hyper sécurisé. Et là, on sait qu'il n'y aura pas de souci, ça va tourner nickel. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette fois-ci. Donc là, on en a fini avec les principes de la programmation en parallèle, avec les goroutines. Donc on a vu les goroutines, on a vu les channels, on a vu les channels un peu particuliers que sont le timer et le ticker, et puis les mutex qui nous servent à synchroniser les channels entre eux,
Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire de la programmation en parallèle. Donc je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!